Wesh. Et yo tout le monde, c'est Zixen Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui la team, malheureusement c'est le dernier épisode des préparations de Chicha à l'aveugle. C'est une série qui a quand même bien duré, presque 2 ans. En octobre, ça a commencé avec moi-même le 9 octobre 2017. Donc cette série là, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai faite. Et comme vous avez pu voir dans le titre, déjà je préfère mettre les choses au clair. Le titre de la vidéo, je pense, bon c'est pas encore sorti pour moi, on n'est pas encore au montage, mais je pense que ça sera un aveugle prépare une chicha épisode final. C'est juste une personne malvoyante, mais vous allez vous comprendre pourquoi j'ai fait ça, tout simplement. Parce que j'ai un ami qui travaille avec moi maintenant depuis quand même pas mal de temps sur la chaîne, que j'ai rencontré, qui est un abonné lambda de base, donc on a été amis et tout. Et du coup, cette personne est malvoyante, il va vous expliquer un petit peu. Et du coup, très fan de chicha et fan de beaucoup de choses, et je l'envie chaque jour parce que c'est juste incroyable ce qu'il peut faire. Et comme quoi cette série là a été bien faite. Et lui au début il a dit tu veux me tailler, je fais non t'inquiète, tu verras l'épisode final. Et aujourd'hui je pense qu'il comprend qu'en fait on voulait se mettre dans la peau d'une personne soit aveugle ou soit malvoyante dans la vie de tous les jours, de qu'est-ce que ça fait tout simplement dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué, et surtout dans la passion commune qu'on a qui est la chicha. Comment on fait pour préparer une chicha en sachant qu'on est malvoyant ou aveugle, surtout qu'il faut être minutieux. Donc j'invite Romain à rentrer en scène. Merci à toi de venir. Comment tu vas frérot? Ça va nickel. Voilà, donc Romain, t'as quel âge? Dis-moi un petit peu plus au niveau de ton côté malvoyant, etc. Dis-moi en plus. Donc moi j'ai 28 ans, donc j'ai une maladie de naissance, donc je suis né avec mon problème de vue, hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé après, je n'ai jamais bien vu. Et à l'heure actuelle j'ai un nystagmus congénital, donc la partie congénitale c'est juste pour dire que c'est ma mère qui me l'a filé, merci du cadeau. Et puis le nystagmus en fait c'est une dégénérescence du nerf optique, le problème se situe pas sur l'œil mais entre l'œil et le cerveau en fait, mauvaise liaison. Ok, et niveau, pour les personnes qui connaissent un petit peu, qui ont des problèmes d'œil, problème de vue, niveau chiffre. Niveau chiffre, eh ben, c'est 1/10 que ce soit en vue avec un œil, donc ce qu'on appelle la vue monoculaire, ou en vue binoculaire avec les 2 yeux. Pour donner un ordre d'idée aux gens, le minimum pour passer le permis de conduire en France, c'est 5/10 avec les 2 yeux. Moi j'ai 1, donc déjà ça c'est mort. C'est mort. Ça c'est réglé. C'est mort de ouf. Mais bon, ça t'empêche pas du coup, parce que moi quand je l'ai rencontré, cet homme, c'est un couteau suisse, clairement, parce que moi sur ma chaîne, il m'aide de base en tant que graphiste, il taffe encore un petit peu dessus. Côté aussi juridique, beaucoup informaticien aussi quand j'ai du mal, mais l'homme à la casquette, c'est qu'il fait beaucoup de choses. Il est photographe, toutes les photos que vous voyez publiées sur mon Instagram, etc. avec des meufs, sinon c'est pas marrant. Hein. Non, sinon voilà. c'est pas marrant. Dans la plupart des photos que vous avez déjà vues en tableau chez moi, etc., c'est ce monsieur qui le fait. Et comme quoi dans la vie, les gars, on peut être malvoyant ou avoir des problèmes dans la vie, que ce soit des handicaps, peu importe lequel, et faire des très belles choses. Parce que dis-moi un petit peu tout ce que tu fais. Tu mets photographe, agent de sécurité, informaticien, plein de choses. Dis-moi un petit peu. J'ai des études dans l'informatique, dans le développement et le développement web. Ensuite, je fais de l'informatique, de la réparation, de la maintenance, du réseau, tout ça. Je me suis réorienté sur la sécurité privée, que ce soit la sûreté ou la protection des biens et des personnes. Sécurité incendie, la formation à la sécurité incendie. À côté de ça, je suis passionné de photo, je suis passionné d'électronique en règle générale, je suis... Il va le sortir, tu penses ou pas? Parce que là c'est bien marrant, mais... Et la chicha ou tout ça? Je suis passionné de chicha, je suis passionné de plein de choses, je fais du tir sportif aussi. Ouais, c'est ça qui est ouf en fait, parce que moi ce qui m'épate chaque jour, à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, c'est qu'en fait, tout ce qu'il vient de vous dire, que ça soit sécurité, que ça soit informatique, que ça soit la chicha, que ça soit la photo, c'est des choses où on a besoin de ces 2 yeux et voir clairement, entre guillemets. Voir correctement. Voir correctement, sauf que en soi... Ah non, moi je vois pas correctement. C'est ça. Il s'en bat totalement les couilles, ça empêche rien dans la vie en fait. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, des handicaps que dans la vie, on doit se dire bah c'est mort, voilà. Donc c'est tout ce qu'il peut faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont de base
inapproprié avec son problème de vue, mais clairement je pense que tu t'en bats les couilles. Ah ouais, moi Et dès qu'on ça fait te- une forte, faut que je l'enfonce. C'est ça, voilà. C'est ça, dès qu'on je je l'enfonce. l'enfonce. Donc c'est ça juste incroyable, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il fait, etc. en photo et tout. Mais c'est juste assez ouf en fait, je mettrai son Instagram ici et son book et tout, mais franchement c'est juste incroyable. Et il faut savoir aussi, quand je vous dis que c'est juste incroyable, cette personne m'épate, c'est que photographe, agent de sécurité, prépare bien les chichas, informaticien et j'en passe, mais il faut savoir que il y a un sport que c'est très compliqué, parce qu'il faut quand même avoir ses deux yeux et bien voir en tout cas, c'est l'escrime. Et Ouais. monsieur est champion, et je te laisse nous expliquer un petit peu. Ouais, champion de France d'escrime handisport. Donc à l'époque, j'étais dans un club d'escrime. Et puis. On mettra le reportage si jamais vous voulez le voir, je vous mets là, ou sinon je mets une petite partie si vous voulez le voir en entier, je vous mettrai dans la description en tout cas. Salut Karine, bonjour à tous, bienvenue dans la page des sports magazine et aujourd'hui on va parler de handisport et plus précisément de handisport visuel. Sachez qu'on a deux types de handisport visuel, on a les non-voyants. Eux ils ne voient rien, ils sont dans le noir le plus complet, ils ne distinguent rien, ils ne se guident qu'avec leurs oreilles. À côté de cela vous avez les malvoyants. Eux les malvoyants, ils distinguent des ombres, ils distinguent des lumières, ils distinguent des formes, un peu comme des ombres chinoises si vous préférez. Donc c'est à travers ces deux handicaps dont on va parler aujourd'hui. On a rencontré d'abord Romain Lefebvre. Lui, il fait de l'escrime à Beauvais et il est malvoyant. Il distingue les formes, regardez. Je vois un minimum quand même, puisque je vois tout ce qui est lumière, différence de lumière, les couleurs. Je vois flou et je vois en fait, j'ai pas une image stable, j'ai une image en mouvement permanente. C'est une maladie de naissance. En gros, pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu, moi j'ai 1,01 dixième à chaque œil avec correction. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, comme toujours, hein, on essaie les coquilles. Et dans l'handisport, il y a des déficients visuels, mais il y a des aveugles aussi. Donc pour avoir un système d'égalité, on se met tous en aveugle et on est plongé dans le noir. Je me représente deux formes. La forme de mon adversaire, pour moi une grosse masse qui se déplace vers moi, face à moi, et la forme de sa lame, donc à une sorte de trait qui va être en mouvement pour moi, me dire à quelle distance il va être de moi. C'est ce que je me représente dans la tête. C'est comme un schéma en fait. Je travaille mon écoute, tout ce qui est écoute, sensation. Beaucoup de sensations au niveau de ma lame, de la lame de mon épée. Savoir à quelle distance je peux être de mon adversaire, donc savoir s'il est très loin, s'il est très près. Écouter tous les bruits qu'il va faire, si ça va être une retraite ou une marche. Voilà, après moi je me suis amusé, je me suis entraîné, en fait je me suis toujours entraîné avec les valides, donc je me suis toujours entraîné en tant que voyant, et sans aucune contrainte, hormis le fait que ils étaient plus rapides que moi, ils étaient plus précis que moi, mais je me suis toujours entraîné face à eux, et puis après par contre pour les compétitions c'est là où on était divisé, donc moi j'allais tirer sur la catégorie handisport, et sur la catégorie handisport en fait je tirais à l'aveugle contre d'autres personnes qui étaient ou aveugles ou non-voyantes. Et à ce moment-là, tu t'aidais de quoi en fait pour Moi je me bien suis viser, c'est etc. que du contact de fer en fait, c'est le fait d'avoir le contact entre les deux épées. Ok. Ça c'est la première information, et en fonction de comment c'est résistant, quel bruit ça a fait, je sais si je suis au début de la lame, à la fin de la lame, si j'ai touché la coquille, c'est la partie qui protège la main dans l'épée, Ok. et en fonction de comment son bras va résister, je sais s'il est bras tendu, beaucoup moins de résistance, bras très court, beaucoup plus de résistance. Ce qui me permet après de déclencher une action, soit d'aller au masque, soit d'aller au plastron, soit d'aller suivre sa lame pour aller chercher, généralement sur une main armée, je vais aller chercher en fait le pectoral. Ok. Ou alors, il m'est arrivé d'aller chercher des pieds, il m'est arrivé d'aller chercher, d'aller faire une touche au pied. En fait, la touche au pied, quand il y a contact entre deux escrimeurs, le réflexe que l'on a, c'est ce qu'on appelle la montre. Regarder sa montre et descendre. Et en fait, quand il y avait contact, moi je faisais ça par principe, et plusieurs fois, j'ai fait des pieds. Je fais ça, tu descends, tu fais une touche au pied. C'est ouf. Franchement, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand il m'a envoyé ce reportage-là, je l'ai vu. Et en fait, il faut savoir du coup qu'en fait, on vous dit des chiffres, etc., un dixième et tout. Pour être clair, ce que tu vois, c'est des ondes chinoises. En gros, là, ce que tu vois. Donc en gros, quand il est sur son téléphone comme ça, de près, et que la police est assez grosse et modifiée, il arrive à voir et à répondre à des SMS et à répondre. Sauf que là, David tous les jours, par exemple, là, je vois Jason qui me filme, je le vois avec des ondes chinoises. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble à ça, des ondes chinoises. Sinon, dans la vie de tous les jours, comment tu fais pour te déplacer, etc. C'est beaucoup de mémorisation. Ouais. Je mémorise tout. Que ce soit des indications dans les rues, ça peut être tout et n'importe quoi, un panneau graffé, une boutique qui a une couleur différente. Ça peut être pour moi une mémorisation de c'est là qu'il faut tourner, c'est là où il faut aller, c'est par là, c'est par ici.
Et je mémorise tout comme ça, donc que ce soit dans la rue ou chez moi. Chez moi, je pose les télécommandes sans regarder, je les récupère sans regarder. Parce qu'en fait, je retiens absolument partout où est-ce que j'ai posé les choses. Et quand je vis avec quelqu'un, si cette personne bouge la moindre chose, ah bah là c'est fini. C'est la merde. Ah mais je peux chercher 2 heures une télécommande, hein. Ah ouais, si la télécommande elle est noire sur le canapé noir, c'est fini. Ah ouais, c'est mort. Bah du coup j'ai acheté la Freebox, la télécommande est blanche sur le canapé noir, c'est plus Ça simple. passe mieux. C'est plus simple. Ça passe mieux, c'est sûr. Donc voilà, mais après c'est des petits arrangements, tu mets ton doigt dans ton verre quand tu te sers. Alors il Ouais. faut le faire discrètement parce que quand t'es au restaurant ça fait un peu Ouais, bizarre. c'est sûr. Quand t'es chez toi tu t'en fous, mais quand t'es au restaurant en fait tu poses juste ton doigt et l'épaisseur de ton doigt en fait qui vient appuyer. Ça te permet de te servir ton verre et dès que tu sens que ça mouille, bah, il faut que t'arrêtes parce que sinon tu vas inonder le voisin. Donc tu vois, c'est plein de petits... Comment t'appelles ça toi en fait? Moi c'est des trucs et astuces en fait, Ouais, voilà. trucs et astuces. C'est plein de petits trucs et astuces pour tout simplement vivre dans notre monde, tout simplement. Parce que des choses, nous, c'est assez simple, hein, c'est limite on le fait comme ça, on s'en fout, on a l'habitude. Sauf que là, c'est des petites tâches en fait que nous, on réalise tous les jours. Et qui sont difficiles pour les personnes malvoyantes ou qui ont un handicap autre que la vue. Et en fait, le but de terminer avec cet épisode-là, c'est que nous, dans la team, on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui était soit malvoyant ou soit aveugle. Nous, on a préféré aveugle pour l'extrême, en fait, de perdre le sens de la vue. Et en fait, avec Louis, avec l'odorat, préparer une chicha, donc avec le niveau d'eau, en tirant dessus, etc. Donc, moi aujourd'hui, Romain il va le faire, donc on va pas lui bander les yeux, ça serait complètement con. Il va le faire du coup avec sa vue à lui. Et du coup, il va aller préparer la chicha, il va préparer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique comment il fait dans la vie de tous les jours pour le bon niveau d'eau, pour bien préparer, parce que c'est vrai que c'est quand même minutieux la chicha. Si on prépare mal, ça devient très fort, ça devient dégueulasse, on peut vite boire l'eau, comme certaines personnes. Ouais, il y en a qui boivent l'eau. Voilà, et donc, pourtant il va bien. Hein. C'est ça, donc on va passer directement dans le studio vidéo, il va aller chercher une chicha et tu vas nous en dire plus du coup comment tu prépares et surtout quels sont tes petites mimiques etc. ou tes petits trucs pour t'aider dans la vie de tous les jours pour en tout cas la chicha qui nous intéresse. Voilà, donc c'est parti, je t'en prie, on va aller dans le studio vidéo les gars. Ah, je fais des photos pas mal des fois. Voilà, pour vous montrer un petit peu, ça c'est un petit peu les photos que monsieur peut faire. Voilà, pour les personnes qui l'ont eu, c'est cette personne-là qui le fait. Donc, assez ouf quoi. Donc voilà, on est dans le studio vidéo, t'as le choix de prendre celle que tu veux. Écoute, fais-toi plaisir. Et ben je vais prendre une petite Alexander. Petite Alexander, allez c'est parti. Hop. Le tuyau il est là, écoute, tac. Dans tous les cas, efficace. dans tous les cas, le but c'est pas d'aller chercher la chicha et qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Le but c'est qu'il prenne une chicha. Je Voilà, prends tout toujours ça. des chichas qui ont des vases clear ou un minimum transparent parce que malheureusement tout ce qui est le fait de regarder à la lumière pour regarder s'il y a le bon niveau d'eau sur des vases qui sont trop foncés, ça c'est trop dur. Ça c'est super compliqué. Mais j'ai eu T'es quand même arrivé de fumer sur certaines chiches. C'est vrai que il faut savoir qu'il aime bien fumer sur la plupart des chiches pour tester des nouveaux modèles, etc. Et j'ai la Steam Prime à l'époque où je l'ai eu, il voulait tester dessus. Sauf que la Steam Prime, à moins de faire avec un verre doseur, on voit rien dedans. Mais ça l'a pas empêché de faire un bon niveau d'eau et de fumer dessus. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je pense que c'est beaucoup mieux J'ai fumé là sur la baba. de voir un minimum le niveau Ouais, d'eau. c'est plus simple. Pour le tous les jours, c'est plus simple. C'est ça. Bon, on va se diriger dans la cuisine tranquillement, donc on va le voir mettre son niveau d'eau et surtout préparer le foyer. Bon la team, Romain va préparer tout simplement, donc je t'en prie, commence avec l'eau. Yes. Et après on passe au foyer tranquillement et voir ce que tu vas nous concocter comme petit tabac. Ok. Donc, je nous explique au fur et à mesure pour le niveau d'eau, etc. s'il faut. Ouais, pour le niveau d'eau, en fait, il y a certaines habitudes que j'ai. Quand je suis feignant à la maison, j'ai tendance à laisser un léger trait de crasse sur le vase. Ça, c'est la solution la plus rapide et la plus efficace. Une fois que le niveau est bon, tu laisses un trait. Comme ça, t'es bon. Mais là, il n'y a pas de trait. J'ai retiré le diffuseur parce que j'ai envie de faire sans diffuseur. Voilà. En plus, je complique la vie. Ouais, je me complique la vie parce qu'en plus, celle-ci, je sais qu'elle est compliquée en termes de niveau d'eau. Avec le sans diffuseur, Sans diffuseur, elle est compliquée. On va prendre de la flotte. Alors toi en plus tu fais des blagues. Hop, on va juste faire comme ça pour voir mieux la caméra. Si jamais tu as besoin de le prendre. Et donc le premier truc que je fais sur celle-ci en fait c'est que je sais qu'elle se visse et qu'elle s'enfonce beaucoup. Donc du coup je suis obligé de prendre, de faire ça et de voir à peu près où est-ce que je vais arriver en fait. En faisant ça, je sais qu'elle va se visser et s'enfoncer à peu près de ça et que là je vais être à peu près par là. Donc on va y aller. Donc là je verse sans vraiment regarder ce qui se passe. Tout simplement parce qu'en fait j'écoute le bruit de l'eau
Et donc je sais que là le vase est en train de se rétrécir. Ok, j'ai encore beaucoup de marge. C'était le début du bruit. Voilà, là on est bien rétréci au niveau du vase. Là on doit être à fleur d'eau, pile poil. Donc on va en rajouter un petit peu. Et après on va vérifier qu'on ne boit pas la tasse. C'est con. Ouais. Oh, il y a plein de grands de la chicha qui boivent la tasse régulièrement. Donc ça, c'est les petits trucs galères sur celle-ci, c'est que des fois j'ai du mal à trouver le pas de vis. Donc la solution, c'est de faire des tours en arrière, jusqu'à temps de la sentir qu'elle tombe légèrement. Et ça veut dire qu'en fait, je suis dans le pas de vis et beaucoup carvissé. Donc là, juste au bruit, je sais que j'ai pas assez d'eau. Et là, je pense que j'en ai trop par rapport à ce que j'ai mis. C'est pas bon l'eau. Donc là je vais verser un tout petit peu. Ouais, on devrait pas être trop mal mais... Après t'as ton alu dans ce cas qui va... Ouais, j'ai mon alu qui va changer le débit mais... Donc voilà. Non là t'es parfait. Donc tac, on va remettre ça. Hop. Bah, tu vois pareil, ça je sais que je l'ai posé là. Ouais. En fait, je le pose là, je peux ne plus y toucher pendant 30 minutes, je sais qu'il est là. Je vais revenir dans la pièce, je sais qu'il est là. Parce que je me souviens, je l'ai retiré, je l'ai posé. S'il y en a un qui dit touche pas. Ah ouais. C'est ça, oui. Ouais, après si tu me normal. fais des blagues, ça devient compliqué. Non, pas comme les autres. Hop, du coup, tac. Je te mets le foyer là, le tabac tu sais où il est là-bas. De toute façon, C'est ça. le but c'est pas de chercher le tabac, le but c'est vraiment qu'il nous montre ses techniques pour bien à peu près un foyer. Voilà, là on est vraiment dans l'épisode final, vous expliquer pourquoi on a fait ce concept là. Donc qu'est-ce que tu vas faire comme tabac? Et bah du concombre, un petit concombre de chez Zomo. Petit concombre. Donc comment tu fais pour savoir déjà quel tabac tu vas fumer? Alors, je pense l'odeur de base. Ouais, l'odeur de base, mais pour gagner un peu de temps, quand j'en ai plusieurs à la maison, il y a Ouais. les couleurs. Ok. Par exemple, Zomo, quand ils écrivent leur tabac, là c'est du rouge. Ok. Et du coup, je sais qu'à la maison j'en ai deux en rouge. Ouais. Je vais avoir le Strong Mint, Le Strong Red. le Strong Red, Le Strong le Red. Strong Red et le Concombre. Ok. Donc je vais prendre les deux et après je vais sentir. Ouais. Mais déjà ça m'évite de prendre C'est ça. les verts, les jaunes, les oranges. Voilà, déjà je limite avec juste la pastille de couleur. Et après bah, c'est à l'odeur. Donc faut te Oh. souvenir ce que t'as fait. Ok, d'accord. Bon, après, Moi sur les Tupperware je mets jamais je mets pas Ouais. d'indication. Ah bah oui, c'est sûr. Moi j'ai tous les Tupperware je mets pas d'indication. Ah bah oui, c'est l'odeur, totalement. Bah de toute façon, c'est ce que nous, on faisait à l'odeur. En fait, on avait toutes les boîtes ici et on savait ce qu'on allait fumer parce qu'on sait nos tabacs qu'on a. Mais bah, c'était pas au toucher. Le toucher, c'est le toucher, tu pouvais le faire. Le toucher, tu sais que la boîte elle est comme ça. Même si tu revois pas, vu que nous on était aveugles dans les vidéos préparation, on sait que la boîte elle est comme ça. Hop, c'est une boîte Zomo. Après, bah, on ouvre, on sait l'odeur. Mais ouais, on a les mêmes gestes, c'est sûr. C'est ça. Hop, je t'en prie, tu peux préparer l'alu si tu veux. Il te manque juste ça. Il va me manquer un alu et puis il va me manquer une petite fourchette. Petite fourchette des familles, tac, je te mets ça ici, hop. Du coup, quels sont les accessoires que tu aimes? Est-ce que tu prends que tes doigts? Est-ce que tu prends la fourchette? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai pris que mes doigts pendant très longtemps sur du tabac rouge et sur du tabac brun, pas trop glycériné. Type Dicini par exemple, ça passait encore. Depuis que je suis passé au tabac noir et par exemple au tabac Zomo qui sont quand même beaucoup plus glycérinés, Ouais, tabac blond. tabac blond, etc. Je suis passé à la fourchette. Ok. Et là, gros avantage, j'utilise un foyer blanc pour faire du tabac noir ou du tabac blond. C'est plus simple pour moi parce qu'en fait ça fait une belle démarcation de couleur. Ok. Mais il t'arrive de fumer sur des... Bah quand je prépare le tien, il est noir. c'est ça. Bon Voilà. là c'est plus Et compliqué. même pendant longtemps, t'as fumé sur le Ferris et il était... Bah, Il c'est est même noir. que le mien était noir, C'est un le petit black, peu ouais. gris. Et Bah, à l'époque du tabac rouge sur le Ferris ça allait. ouais, est-ce qu'il y a une variation de couleur? C'était une bonne variation de couleur. Quand je suis passé sur le tabac brun, blond,
Ok. Bah là, c'était le début des Mais problèmes. sinon, tu le fais quoi? Tu le fais au Au toucher? doigt. Ouais, généralement, toucher au doigt. généralement c'est mon doigt Ok. qui va savoir si c'est bon. Sauf maintenant pour ces nouveaux tabacs où j'ai trouvé une solution simple, c'est qu'en fait je passe ma fourchette et je racle. Et donc, Voilà, je vois ok. tout de suite si ça se relève ou pas. En fait, ça me permet de faire mon niveau. C'est Bah, une écoute, solution bête, mais c'est une solution qui marche. On va voir la préparation, ça vaut mieux que 1000 mots. Mais C'est ça. ok, on va voir ça ce que ça donne. En plus les gars, il faut savoir que on a fait des préparations à l'aveugle nous, qui étaient sur Brood, qui est un des plus simples à l'aveugle. Calout c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien égaliser son tabac. Le Provost c'est le plus dur parce que mettre le tabac déjà dedans c'est compliqué, bien égaliser c'est encore plus compliqué, mais il faut teindre l'alu et il faut faire des trous. Il faut savoir que ça fait pas très longtemps qu'il le fait. Et aujourd'hui il s'est dit je vais le faire quand même au Provost parce qu'au moins c'est beaucoup plus technique et surtout montrer que Qu'on peut le faire. on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, Tout le monde peut le faire. donc voilà, on a pris pas le plus facile, même le plus compliqué en Provost. Et je pense qu'il va se débrouiller largement mieux que nous on l'a fait quand on a fait au Provost. Tac, donc en gros hop tu remplis, tu viens égaliser avec Ouais, ta- je viens ta égaliser fourchette. au fur et à mesure. Et puis en fait, là je vois la démarcation du blanc en fait sur le côté. Ce qui me donne des informations sur légèrement les trous, les endroits où il manquerait un petit peu de tabac. Donc, généralement, il manque pas grand chose. C'est des petits trous qui sont un peu bêta, mais. Donc là, je commence par aplatir avec le dos de ma cuillère. Enfin, de la fourchette. C'est même pas une cuillère, c'est une fourchette. N'empêche, ça te doit quand même bien t'avantager. Enfin, il y a un côté avantageux que tu mets sur Provost pour toi parce qu'au final, t'as pas vraiment trop besoin de l'aérer et tout. C'est ça. Mais au final, il y a beaucoup plus compliqué parce que bah faut tendre l'alu, faut C'est faire ça. les trous. Mais ouais, pour placer le tabac déjà c'est un peu plus simple. Bah, c'est plus simple parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas ce problème d'aération où il faut le déposer en confetti, etc. Bah déjà, vous pouvez voir les gars, c'est plutôt pas mal déjà par rapport à ce que nous on peut faire. Parce que nous déjà d'une on voyait vraiment et on n'avait pas les techniques de Romain en fait. Donc on est quand même sur une préparation qui est quand même assez Après, propre. La solution pour vérifier, c'est une solution que même des gens qui voient utilisent. Hein. Ouais c'est ça. Après voilà, tu Donc vois. voilà, moi je sais que quand j'ai la main comme ça, je sens qu'il n'y a pas de gros tas de tabac qui traîne sous ma main. Donc ça veut dire que ça dépasse pas énormément, même si c'est à fleur de foyer. Ça va aller puisqu'après je vais le tasser légèrement. Et du coup ça va le faire. Tac, hop. La vache de main. Ça c'est le vrai problème que j'ai. Je me lave beaucoup les mains quand je prépare ma tête. Parce que dès que j'ai du tabac et dès que j'ai beaucoup de glycérine sur les doigts, et bah j'ai plus les mêmes sensations. Donc je peux faire des conneries ou ne pas sentir quelque chose. Alors là, la chose la plus minutieuse, et je pense que tout le monde veut ta technique pour l'aluminium. Parce qu'il faut savoir que Romain, je l'ai mis au Provost, et au début, il s'est dit, c'est dur, mais je vais trouver des techniques et je vais m'habituer. Et c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis l'Allemagne, et franchement, je suis choqué de la finition qu'il a pu avoir sur l'alu. C'est vrai que les premiers tests qu'on a pu faire en aluminium, il avait vraiment du mal à tendre l'alu. C'était catastrophique. Et le plus dur c'était les trous parce que faut quand même bien faire des trous, sinon tu peux vite te cramer la gueule. Et c'est vrai qu'au final il a eu sa petite technique, donc c'est juste un petit peu de temps de... Ouais, il y a du de temps de maîtrise. travail. Donc voilà, donc hop, vous pouvez voir que la prépa, je t'arrête 2 secondes, la prépa est juste presque parfaite. Voilà, comment dire que c'est bien égal partout. Bon, il y a des petites pétales à gauche à droite, hein, mais bon, mais on est parfait sur la préparation. Voilà. Donc pour l'alu, tac. Pour l'alu, en fait, je mets mes deux mains. Je sais que je suis à peu près à égale distance. Je viens placer. Et en fait, je maintiens. Ce qui m'aide à voir quand je fais des bêtises à l'alu, en fait, c'est les reflets dans la lumière.
pour les trous, comment tu fais maintenant? C'est quoi ta technique? Alors moi je descends comment dire, j'ai une espèce de... Comment je vais expliquer ça? En gros Tu fais une ligne directrice. J'ai une ligne directrice. Ok. Et après je vais en faire une autre. Pareil, en croix comme ça. Le seul truc que je maîtrise pas bien sur ce foyer là, c'est les trous du milieu. Ils sont pas toujours une efficacité redoutable puisqu'en fait il y a une barre au milieu. Ouais, pour celui-là, ouais. Mais encore, t'es pas encore habitué à celui-là. Mais non, au niveau des trous, ça arrive. Non, il paraît que j'en avais un autre avant. Très propre. Est-ce que c'est arrivé de foirer des sessions depuis que tu es au poste? Ouais. Mais pas énormément. J'ai dû en foirer deux, comment dire. Une pour des trous pas assez gros. Ok. Au début ou après plusieurs... Au début, au début, ouais, au donc, début, ça, trous ça, pas assez ça gros. compte pas, normal, ça au début, c'est vrai que quand je Et t'ai montré puis, aussi du tabac trop monté. Ok. Ouais, là, quand tu vas aller vite, des fois... Bah, quand tu vas aller vite ou quand tu le fais dans des conditions de lumière qui sont pas tout à fait bonnes. Donc c'est pas les trous les plus parfaits du monde. Et voilà. Donc au niveau de la préparation, on peut voir que l'alu est assez bien tendu, que les trous, ça suffira largement. On n'est pas sur quelque chose de très design, mais niveau efficacité, ça va faire le taf. Et faut rappeler que ça reste une préparation par une personne malvoyante, mais on est propre. Donc je pense qu'on vous a un petit peu expliqué comment le niveau d'eau Romain fait, comment la préparation fait. Est-ce que tu as des choses à nous redire avant qu'on fasse chauffer les charbons et qu'on goûte un petit peu ta session sur si tu veux faire passer un message ou si jamais tu as d'autres petites techniques comme ça pour la chicha ou même dans la vie de tous les jours qui serait important à dire? Pour la chicha, après il y a plein de techniques pour les niveaux d'eau. Je sais qu'il y a une technique que j'ai utilisée pendant un moment parce que j'avais une chicha où je voyais absolument rien à l'intérieur. C'était de mesurer avec ma bouteille, d'avoir une marque et de savoir en fait ce que je devais mettre comme eau dedans à l'époque, avant d'avoir un vase cassé. Ah ouais, je me rappelle de cette chicha. C'est ça. Et puis après, les différentes techniques, ouais, c'est beaucoup le toucher. C'est tout au toucher en fait, faut passer les mains plusieurs fois. Faut pas avoir peur de se salir les mains ou de mettre les mains dans le tabac. Généralement, pour vérifier un bon niveau de tabac sur un foyer, la vraie bonne solution c'est de mettre la main dessus. Après, non, pas grand chose de plus. Si à l'époque je fumais du tabac rouge, okay. Il m'arrive encore d'en fumer quelques-uns. Je coupais vachement mon tabac en vraiment petits confettis. Des fois un peu trop par rapport à ce qu'on préconise, ouais. Mais parce que c'était tellement plus simple en fait après à c'est ça, parce qu'avec l'Al-Fakir et la Daler on a des plaques qui sont assez grosses et surtout ouais. On a une glycane qui est beaucoup plus épaisse. C'est ça. Donc c'est vrai que au niveau touché c'est compliqué de vraiment bien le mettre dans le foyer. Après il faut oser, il faut se lancer, hein. S'il y a d'autres personnes qui ont des situations de handicap, peu importe le handicap, il faut oser, il faut se lancer. En faisant une chicha il y a peu de risques. Moi le seul risque réel c'est tout ce qui va être système de chauffe, etc. Ouais, les charbons sur la plaque sont pas dangereux en soi, c'est pas un risque. La plaque elle bouge pas, elle est toujours à la même place, chez moi elle est toujours à la même place et elle bougera jamais. Parce qu'en fait c'est mémorisé, cette zone là est une zone dangereuse. Donc je sais pertinemment que si... C'est comme quand tu te fais à manger au final. Ouais, quand je fais à manger c'est pareil, je mémorise zone dangereuse, donc je mets pas les mains sans regarder. Autant je peux ouvrir ton frigo en faisant ça, hop je vais aller chercher, je vais ouvrir le frigo. Autant je vais pas aller éteindre le gaz ou la plaque comme ça sans regarder. Donc ça c'est pas très dangereux. Non, ce qui va être dangereux c'est de poser le système de chauffe sur ma tête. Okay. De poser la chicha, de partir faire quelque chose qui va m'occuper l'esprit et de revenir et d'avoir oublié que la chicha est là ou d'avoir oublié que le tuyau est là. Donc le réflexe que j'ai c'est que dès que je me lève, je retire mon tuyau. Okay. Et ça c'est un réflexe que j'ai depuis le début. Je retire toujours mes tuyaux. Je laisse pas mes tuyaux pencher ou très peu. Seulement si c'est des endroits confinés où ça passe pas, où il n'y a pas de mouvement, où je vais juste me lever à 1 mètre, me replacer, sinon je retire le tuyau. Parce qu'en fait la plupart des chichas renversés, des systèmes de chauffe renversés, quand on les voit pas, c'est généralement par le tuyau que ça passe. C'est ça la plupart du temps. Ok, bah écoute, on va faire chauffer les charbons, on va goûter un petit peu ta session et on fera le petit mot de la fin tranquillement à la team, donc c'est parti. Bon, goûtons cette petite session qui a bien chauffé, voir ce que ça donne. Donc un petit concombre, t'as fait concombre zomo. Concombre zomo. Je sais pas si on l'a dit avant, mais voilà pour vous. C'est mon petit goût de l'été là pour le coup.
façon on le savait, hein, donc je ne jugeais pas la préparation, c'était vraiment pour vous montrer les différents types de préparation que Romain peut faire selon son handicap. Donc juste pour finir, un mot de fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que cette série s'achève là maintenant. Il y aura une nouvelle série, donc ce ne sera pas à l'aveugle, mais il y aura un autre type de préparation avec quelque chose d'autre, ça va arriver en août. En tout cas Romain, merci d'avoir participé à cet dernier épisode, l'épisode 6 de la dernière série. C'est vrai que quand j'ai commencé cette série, je lui ai pas dit pourquoi je faisais ça, je voulais lui laisser des surprises, et premier épisode il m'a dit tu fais ça pour te foutre de ma gueule en fait. C'est ce que j'ai pensé. Et en fait je lui ai dit t'inquiète pas, tu vas voir, et c'est vrai que je lui ai expliqué très vite pourquoi je voulais en arriver là. En fait c'était vraiment pour lui faire passer un message en mode tiens, nous on se met à ta place, en pire hein, bien sûr, parce qu'on nous on l'a fait complètement à l'aveugle, on se met à ta place pour voir ce que ça fait de tous les jours en fait, vivre comme ça. Et nous en fait c'était juste l'histoire de préparer une chicha comme on peut faire tout le temps. Donc c'était un beau petit message qu'on voulait essayer de faire passer en tout cas. Et en tout cas je te remercie énormément, et si tu as un petit message à passer à tout le monde en tout cas. Bah, peu importe le handicap, tous les jours faut se battre, tous les jours faut avancer, faut pas se mettre de limites, faut pas se mettre de barrières. Moi, on m'a toujours dit ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. J'ai toujours ouvert toutes les portes qui étaient refermées. J'ai toujours réussi tout ce que j'ai entrepris. Des fois, ça a pris du temps, mais j'ai toujours réussi. On m'avait dit non, la chicha c'est dangereux, il y a des charbons, etc. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je fume quotidiennement. Ouais, j'ai eu aucun accident à la maison. Et en plus, tu as déjà préparé 1 an et demi. 1 an et demi en boîte de nuit en tant que préparateur, et les gens sont jamais pleins, à part les mecs bourrés. Ouais, les mecs bourrés, ils se plaignent, ils connaissent parce qu'ils n'y connaissent rien. C'est ça. Mais non, j'ai eu aucun mauvais retour, même sur des grosses soirées où il faut aller très très vite, où t'as pas le temps de fignoler un peu tes préparations. Non, j'ai eu même des félicitations de gars qui sont préparateurs dans des chichas. De passionnés aussi, de passionnés de chicha que j'ai rencontrés. J'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de passionnés, et toujours des bons retours, très bons retours, des gars qui sont venus chercher des conseils. Moi je me suis jamais plaint de tes sessions, toujours parfaite. Il a sa méthode à lui, il prend son temps, mais au final on arrive à des bonnes sessions. Donc pour ça, pour conclure les gars, pour les personnes qui ont du mal à préparer, c'est pas... Faut s'entraîner. C'est ça, faut s'entraîner. Et là Romain a un handicap, et pourtant il s'entraîne. Il faut juste s'entraîner, savoir comment préparer, adopter la bonne technique, et faut juste savoir bien préparer. Donc les personnes qui ont encore du mal à bien préparer et qui sont aptes à tout, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des handicaps, mais pourtant ils arrivent à faire de très bonnes sessions. Il faut juste bien préparer et bien s'entraîner. C'est vraiment la préparation à 80% qui fera une bonne chicha tout simplement. Donc voilà, en tout cas je te remercie énormément Romain d'avoir fini cette série là. Et voilà, petit message pour toi en tout cas, c'était une série qui t'était dédiée en tout cas. Bah merci. Et voilà, donc cette série s'achève là les gars, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai la playlist en fin de vidéo, enfin en fin de vidéo dans la description, vous pourrez retrouver tous les épisodes qu'on a pu faire. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle série. Celle-ci s'achève là. N'hésitez pas à suivre Romain sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat ou autre chose. Je mettrai tout dans la description. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je pense que ça lui fera plaisir, et il répondra en tout cas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fera kiffer la team. Ce dernier épisode là, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et je pense qu'on peut leur dire allez, peace!